Le morceau de musique que vous avez entendu en arrivant a une caractéristique très particulière. C'est au violoncelle sur une seule corde. Paganini, qui... On ne connaît pas bien l'histoire de cette pièce de musique. On raconte qu'il était en prison et que les gardiens voulaient soit l'ennuyer, soit l'empêcher, je ne sais pas très bien, peu importe. Il a écrit cette pièce de musique qu'on a pu entendre 2 fois parce qu'elle n'est pas trop longue, sur une seule corde de violoncelle. Et j'avais demandé à Annick de la mettre à l'entame de cette soirée parce que directement est posée la relation entre la contrainte et la créativité. Une seule corde, vous imaginez. Et Paganini, il a poussé ça très très loin. À la fin, apparemment, de manière délibérée, pendant qu'il jouait, il cassait les cordes pour se pousser plus loin. Et il terminait en saluant, en disant « une corde et Paganini ». Que ce soit vrai ou pas. De toute façon, dans la salle, ici à côté, Lorenzo Gatto, il a triomphé avec un morceau d'une difficulté incroyable. Et donc, Paganini, c'était vraiment le sujet du jour. Le sujet du jour, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. On parlait à table tout à l'heure de Maurice Ravel, qui un jour s'est mis dans la tête de faire un morceau, je crois que c'est 20 fois le même thème, c'est le boléro, le fameux boléro, tout en do majeur. Je crois qu'à la fin, il se lâche un peu, il fait un mi majeur, mais ça a dû lui échapper. Mais tout en... Et c'est une espèce de refrain qui revient tout le temps, et pourtant c'est beau. Pourtant, c'est beau. Et là aussi, contrainte et créativité, et puis la musique est vaste sur le sujet. Le même Ravel, un jour, il a eu une commande du frère de Wittgenstein, du philosophe. Son frère s'appelait Paul. Il a perdu un bras pendant la Première Guerre mondiale et il a demandé à Ravel, il était pianiste, et il a demandé un concerto pour la main gauche. C'est le concerto pour la main gauche. Si vous regardez, en fait, le pianiste met une main en poche. C'est assez étrange, mais bon, c'est impressionnant et ça pose parfaitement bien le sujet. Alors, on va peut-être être un petit peu plus moderne. La règle reste un petit peu la même. Par exemple, Django Reinhardt, qui est un guitariste extraordinaire, donc il était gitan, et il a vécu pratiquement toute sa vie dans une roulotte, et quand il avait 20 ans, sa roulotte a brûlé, il a perdu l'usage de 2 doigts, du 2 doigts de la main gauche, vous vous rendez compte, pour un guitariste, et il a réussi à aller au-delà de cette contrainte inimaginable, et il a presque développé un nouveau style de guitare. Quand on regarde ça, c'est absolument incroyable, etc., etc. Puis les Beatles, bien sûr, on ne peut pas y échapper, surtout avec moi. McCartney dit très souvent que la grande chance qu'ils ont eue, c'est d'avoir le studio Abbey Road, qui n'était pas tellement bien équipé, par exemple par rapport aux Rolling Stones, qui avaient l'occasion d'enregistrer à Los Angeles. Ils étaient un petit peu contraints, mais d'après McCartney, ils ont donc été meilleurs, etc., etc. Et donc, il n'y a pas que la musique, la littérature. La littérature, même chose, même chose. On peut faire de la prose, mais regardez par exemple un alexandrin. Quelle contrainte, quelle contrainte, 6, 6, 6, bon. Mais quel résultat. La littérature abonde de textes absolument incroyables. D'ailleurs, Victor Hugo, dans un de ses poèmes, il dit en alexandrin, la puissance de l'alexandrin, ça donne à peu près ceci. Et je n'ignorais pas que la main courroucée qui délivre le mot délivre la pensée. Quand on lit ça, on dépose son bic, on devrait peut-être faire un autre métier que l'écriture. C'est incroyable, c'est incroyable. Toute la poésie, bon, il y en a plus modernes. Loulipo, je ne sais pas si vous connaissez Loulipo, c'est ouvroir de littérature potentielle. Ce sont des écrivains qui se sont dit un jour, ce qu'il nous faut, c'est des contraintes. C'est des contraintes. Et artificiellement, ils se sont mis des contraintes. Alors, probablement le plus célèbre d'entre eux, c'est Georges Perec, qui a écrit un livre entier, un roman, sans la lettre E. Pour rire, vous essayez une phrase, juste pour voir. Lui, il a fait un livre entier qui s'appelle La disparition. Je n'ai jamais... Bon, il est mort il y a longtemps, mais je ne sais pas comment il fonctionnait. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, il prenait des textes de la langue française et il voulait les traduire dans sa langue sans E. Alors un exemple assez connu, c'est le fameux « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » de Proust, qui, sans la lettre E, est devenu « Durant un grand laps, virgule, tôt on malita ».
Et ça, c'est une phrase, puisqu'il y a tout le... Et donc, la littérature fourmille d'exemples, bien sûr, de contraintes et de créativité. Pas que la littérature. Le théâtre. Le théâtre, ben, il y a toutes ces règles, depuis le théâtre grec jusqu'à aujourd'hui, la musique. Et c'est parti. Et les discours de Cicéron, et les symphonies de Bach, et pouvez... Partout, partout, on voit, il y a une présence, elle est là, de rigueur, de créativité, de contrainte et de créativité. On va quitter 2 secondes le monde de la culture pour aller dans un monde un petit peu différent, des mathématiques. J'ai amené ici quelque chose que j'ai utilisé à l'université. Alors, puisque vous étiez sans doute pas né, je vous explique. Ça s'appelle une règle à calcul, et il n'y avait pas de calculatrice. Il n'y avait pas de calculatrice, on utilisait ça. Des trucs pareils, bon, aujourd'hui c'est dans les musées, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais quand on n'avait pas d'ordinateur, il fallait avoir des idées. Finalement, peut-être un tiers ou même la moitié de l'histoire des mathématiques, c'est l'histoire de l'homme qui essaye de calculer, mais il n'a pas de machine. Comment je vais faire? Les logarithmes, la trigonométrie, bon, c'est peut-être des mots même qui vous échappent, mais tout ça a été inventé parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, quelle que soit la discipline que l'on traverse, j'en ai cité beaucoup, je peux encore en citer l'une ou l'autre, il y a sur la table de la rigueur et de la créativité. Et il faut s'en remettre à l'époque, bon, pas quand j'étais aux études, mais bien avant. Comment il faisait? Comment il faisait? Par exemple, une équation de Kepler, donc Kepler c'est celui qui a fait les équations des planètes, la troisième, elle comprend une racine carrée d'un cube. Bon, sans machine, c'est à peine commencé que la planète elle est déjà plus là, hein, donc c'est incroyable. Moi, je suis absolument fasciné. Et d'une certaine manière, la créativité m'est venue par les mathématiques. Parce que, bon, à l'origine, comment ils faisaient? Et non seulement les mathématiciens, toute la physique, comment ils faisaient? Alors, pour la contrainte, ils étaient servis, ils n'avaient rien du tout. Alors, j'ai choisi de vous parler en physique de Galilée. Galilée, à la fin du XVIe siècle, c'est un personnage incroyable. Il s'était dit qu'au fond, Aristote se trompait. Donc depuis toujours, l'homme était convaincu qu'un gros caillou tombe plus vite qu'un petit caillou. Bon, ça paraissait tellement évident. D'ailleurs, j'ai amené un peu de matériel pour faire des expériences avec vous. Et donc, j'ai pris donc un gros paquet de petit beurre et un petit paquet de petit beurre. Bon, voilà. Aristote croyait que le gros tombait plus vite que le petit. Bon, Galilée se disait non, c'est pas vrai. Ils tombent à la même vitesse. D'ailleurs, vous pouvez voir sur Internet une fameuse séquence qui a été tournée par, je crois, les cosmonautes d'Apollo 17. Il y a sur la Lune, et il y a un des cosmonautes, il a un marteau et une plume. Et on voit qu'il tombe parfaitement à la même vitesse. Mais Galilée, il n'avait pas ça. Il n'avait pas Internet, il n'avait pas la Lune. Alors comment il fait? Parce que ça va vite, hein. Regardez. Bon, si vous faites ça, est-ce que vous pouvez déduire une loi physique? Je recommence. Maintenant, vous êtes prêts. Donc, il faut bien se mettre à la place de Galilée. Il était convaincu que ça tombait à la même vitesse. Il y a peut-être une petite différence. Petite différence. Alors, comment il a fait? Comment il a fait? Eh bien, il a utilisé son cerveau. D'abord, il n'avait rien d'autre. Il n'avait rien d'autre. Il dit, mais au fond, j'ai une idée, dit-il, et j'ai amené la fin de mon expérience, elle est ici, un autre paquet de petits beurres, et il s'est dit, mais au fond, si je mets dans une main 2 demi-paquets de petits beurres, et dans l'autre main le paquet de petits beurres, qui va tomber le plus vite? Parce que finalement, les 2 paquets de petits beurres, je les reprends, finiront par être cassés, mais ça ne fait rien. Parce que imaginez maintenant que je colle mes 2 paquets. Je colle mes paquets. Qui va tomber le plus vite? Et puis il s'est dit, mais au fond, si je scie le gros paquet de petits beurres, mais avec une lame très 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 fine, et que je le laisse tomber, il devrait tomber moins vite qu'avant, alors que c'est le même, simplement parce qu'il est coupé en 2.
Et c'est comme ça qu'il est arrivé à démontrer, parce que ceci est vraiment une preuve, que le petit paquet de petit beurre et le gros paquet de petit beurre vont tomber à la même vitesse. Il faut se mettre à l'époque, c'est quand même incroyablement fort, la contrainte, la contrainte. Et puis c'est pas fini avec Galilée. Parce qu'il disait maintenant qu'il était sûr qu'ils tombaient à la même vitesse, il voulait prouver une autre intuition. Le même Aristote, c'est il y a très longtemps. C'est celui qui a fait en fait la première physique. Première physique, bon, peu importe. Mais il a un peu, je dirais, guidé la pensée. Et Galilée se disait, mais c'est pas possible. Aristote croyait que les paquets tombaient à une vitesse constante. Galilée se dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, je vais faire un petit schéma. Donc je mets mon paquet ici, et je le fais tomber, zou. J'ai pris un très gros marqueur, ça j'espère qu'on le voit de loin. Et donc, d'après Aristote, je vais faire en noir. La première seconde, on faisait ça. La deuxième seconde, on faisait ça. La troisième seconde, on faisait ça, etc. Galilée s'est dit non, c'est pas possible. Je suis sûr que ce truc s'accélère. Mais comment le prouver? Il a eu une autre idée de génie. Il s'est dit, première, je dirais, je vais ralentir le process. Et il a fait ce qu'on appelle le plan incliné de Galilée, qui part jusque-là, en fait, en se disant, les proportions vont être gardées. Il était convaincu, Galilée, qu'il y avait une accélération. Je vais le faire en rouge. Autrement dit, que si la première seconde, je fais ça, la seconde seconde, je fais ça, et la troisième seconde, je vais là. Il était convaincu. Mais comment le prouver? Il a eu une idée extraordinaire. Donc, il a pris une boule, parce qu'il faut que ça roule sur les plans inclinés, sinon ça ne va pas. Donc, c'est une boule maintenant. Une boule, il l'a fait rouler, mais je ne sais pas faire l'expérience, je ne suis pas assez équipé, mais une boule qui roule, ça va quand même très très vite. Et puis il s'est dit, mais au fond, quel est le sens de l'être humain qui est le plus sensible? Et il a dit l'oreille. Et donc, troisième couleur, il a installé des sonnettes. Des sonnettes ici, je vais faire des petites sonnettes. Voilà, ça c'est une sonnette, ça c'est une autre sonnette, voilà, etc. On disait que c'était des sonnettes. Bon. Et il a fait rouler sa boule, et la boule en passant, ting, ting. Bon. Et puis le plan incliné, il fait 16 mètres. On peut le voir à Florence, dans cette maison extraordinaire. Il fait 16 mètres. Il a commencé à jouer avec ses sonnettes jusqu'au moment où, en lâchant la boule, ping, 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 parfaitement régulier. Et l'oreille est très sensible à ça. Si c'est ping, 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 on l'entend tout de suite. Ça va. Et donc, il a disposé ses sonnettes de telle manière que le rythme soit constant. Et donc, la première sonnette était ici, la deuxième était là, la troisième était là, et il a vu qu'il y avait une accélération. Ces deux expériences, disons, l'expérience de penser, considérer que j'ai deux demi, et cette expérience-là, qui est une vraie expérience, c'est inouï. Et finalement, l'histoire de la science s'est remplie de gens pareils. Et donc, à ce stade-ci, je parle depuis un quart d'heure, je suis en danger. Parce que, étant donné tous les exemples que j'ai donnés, on pourrait se dire, mais au fond, ben voilà, contrainte, créativité. Vous l'avez vu, hein, Galilée, les Beatles, tout le monde. Vous m'enlevez tout, et je vais devenir hyper créatif. Eh ben non, c'est pas si simple. Et depuis le temps que je fais ce métier, je me suis rendu compte que finalement, il était très utile quand on avait vraiment argumenté à la limite de la preuve quelque chose, il était extrêmement utile de prouver exactement le contraire. Surtout de ne pas se reposer. Et donc, on pourrait en parler avec Annick, on pourrait organiser une autre conférence quand l'absence de contraintes entraîne la créativité. Et j'ai au moins autant d'exemples. Je ne vais pas les donner parce qu'Annick m'a demandé l'autre. Mais, par exemple, quand vous lisez l'histoire de la peinture, bon, pendant des siècles, de manière consciente ou non, le peintre, il se sentait obligé d'imiter la nature. Les portraits, les natures mortes, les je ne sais pas tout quoi. Il se sentait obligé de le faire. Puis est arrivée la photo. Voilà une contrainte gigantesque qui a sauté. Je ne dois plus imiter. Et une explosion de créativité
dans le domaine de la peinture. Donc je viens de prouver exactement le contraire. Là, c'est l'absence de contrainte, puisqu'il n'y avait plus cette espèce de contrainte de devoir imiter la nature ou un visage. Tout à coup, je n'ai plus de contrainte et je peux exploser de créativité. Et des exemples comme ça, comme je vous l'ai donné, il y en a autant qu'on veut. Il y en a autant qu'on veut. Et surtout avec les techniques aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on peut faire, avec les images, avec les sons, c'est justement parce qu'il n'y a plus de contraintes, c'est justement pour ça qu'il y a une telle explosion de créativité, notamment dans la génération qui est la vôtre. Vous avez des extraordinaires, tout ce qu'il y a moyen de faire, des images de synthèse, les films en 3 dimensions, etc., etc. Et donc voilà le problème posé. Je peux dire la chose et je peux dire son contraire. C'est un peu ça la philo. C'est assez intéressant. En mathématiques, on a tort ou raison. En philo, non. Voilà, c'est comme ça. On peut dire la chose, on peut dire son contraire. Et donc on va un peu continuer, parce que c'est quand même troublant. Oui, mais la contrainte, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Comment je vais gérer ça? Par exemple, il y a des tas d'exemples au cinéma, par exemple. James Bond. Bon. Je crois que c'est le degré zéro de la créativité. On met toujours plus d'argent et ça, les voitures vont plus vite et l'explosion à la fin est encore plus grande. Boum, voilà. Regardez les films avec tout petit budget. Il y avait Amélie Poulain. Maintenant, Audrey Tautou est un peu connue, mais Amélie Poulain, au début, personne ne la connaissait. Budget minuscule. Quelle créativité! Il y avait pratiquement chaque scène, il y avait une idée. On disait waouh! J'ai vu récemment un film avec Lucchini, j'ai oublié le titre, La maison du voisin ou un truc du genre. Merci. C'est bon, une petite histoire, il faut presque pas de studio, mais quelle créativité! Et donc je peux m'amuser à vous dire la chose et son contraire, et je ne vais pas le faire trop longtemps parce qu'il faut sortir de cela. Il faut sortir de cela et dire mais au fond, d'où viennent les idées? Pourquoi on en a, pourquoi on n'en a pas? Alors peut-être, au confluent des deux, je penserais bien le jazz. Le jazz. Une jam session. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement, on fait ce qu'on veut, mais pas tout à fait. Donc tout le monde, en même temps, passe de dos en face, sinon c'est pas beau. Mais quand on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, mais pas tout à fait. Et donc, c'est un peu ça vers le quoi on va devoir avancer ensemble ce soir. C'est essayer de comprendre, mais finalement, ça marche comment? Ça marche comment? La chose, son contraire. Par exemple, est-ce qu'on a plus d'idées quand on est seul ou quand on est en groupe? Eh bien, je peux vous donner plein d'exemples de gens tout seuls et plein de gens en groupe. Et on ne peut pas sortir de cela. Toute tentative d'aller chercher les règles de la créativité est vouée à l'échec, presque par définition. S'il y avait des règles très simples à appliquer, eh on n'est pas en créativité. Est-ce qu'il faut du confort ou pas? Il y a des inventions extraordinaires qui sont nées pendant la guerre, pendant les conflits où il y avait la misère, la pauvreté, il n'y avait rien. Il y a des inventions extraordinaires qui sont nées dans le confort absolu. Les budgets illimités, on ne sait pas en sortir. On ne sait pas en sortir. Est-ce qu'il faut savoir beaucoup de choses? Ou bien il vaut mieux pas trop savoir? Je ne sais pas. Évidemment. Est-ce que, c'est sûr, des Einstein ou des Newton avaient emmagasiné tout le savoir de leur époque et grâce à ça, ils ont fait avancer la science. Mais il y en a d'autres qui ont fait des projets ou des progrès extraordinaires justement parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas. Et donc, arrêtons de chercher les règles. La connaissance ou la non-connaissance, les deux. On va une petite expérience avec mon paquet de petits beurres qui décidément est très utile. Je vous demande, parce que je suis bien outillé, j'ai ceci, une règle de 30 cm. Voilà mon paquet de petits beurres. Je vous demande par contre, comment feriez-vous pour mesurer la distance entre là et là? Bon, dans le fond, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais donc, la diagonale qui passe à travers. Sinon, c'est facile, on fait ça, il ne faut pas exagérer. Bon. Et donc, la diagonale qui transperce là. Donc, vous avez le petit beurre, le paquet, vous avez la règle. Comment feriez-vous pour mesurer, me donner la distance entre là et là? Je vous écoute. Pythagore, voilà une première idée. Petit rappel, peut-être que tout le monde ne connaît pas Pythagore. Donc, Pythagore est une formule qui permet, sur base, je ne vais pas le dessiner d'un triangle rectangle. Si on connaît ça, alors on connaît ça. Bien. Autre idée? On le coupe.
très intéressant. On rencontre toujours, quand on fait mon métier, différents tempéraments. Pythagore a un énorme avantage, on ne casse pas le paquet. Ça ne dérange pas trop de monde. Évidemment, madame, un peu plus loin, elle se dit, bon, après tout, ça coûte même pas 1 euro. Moi, je vais te me foutre ce paquet en l'air et j'aurai la réponse avant tout le monde. Et Pythagore, il n'aura pas le temps de faire sa racine carrée, j'aurai la réponse. Très, très bien. Très, très bien. Ça marche aussi. Mais vous voyez la différence. Je m'amuse avec cet exercice parce que j'ai l'occasion de travailler avec des comités de direction et je viens avec des paquets de petits beurres. Et je leur dis comment vous feriez. Et vous savez quoi? Ni l'un ni l'autre. La première réponse qui vient, on téléphone au fabricant. Bon, directement. Directement. Et ça marche. Et ça marche. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas tous les mêmes par rapport à la créativité. C'est sûr que madame, que je n'ai pas vue dans le noir, qui se disait on va casser ça, peut-être qu'elle n'a pas accès au président directeur général de l'U, donc qui lui aurait téléphoné à ses services, etc. Mais bon, en fait, on ne va pas en rester là, parce que c'est tellement vrai. Imaginons maintenant que je vous demande ça avec un énorme stress, comme il y a dans les entreprises. C'est urgent. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais monsieur Pythagore, dans le coin là-bas, bon, imaginons qu'il ne sait plus tout à fait comment ça marche. Il est sûr de son coup, parce que là, quand même, Pythagore, bon, ça, il sait. Mais il ne sait plus tout à fait comment ça marche. Imaginez le stress. Qu'est-ce qui se passe? Où est ce bouquin? Où est ce bouquin? Bon, on me l'a piqué. Un mail. Tout all. Qui a mon bouquin sur Pythagore? Bon, etc. Et donc, finalement, madame qui voulait me casser mon paquet, bon, elle va quand même être prudente, parce que je le casse n'importe comment, j'aurai un paquet de miettes et je n'aurai pas la réponse. Donc, qu'est-ce qu'elle va se dire? Et moi, mon paquet, je vais le casser comment? Elle va commencer à se demander la meilleure manière de casser mon paquet. Bon. Mais dans un cas ou dans l'autre, en fait, ils ne pensent plus. Ils ne pensent plus. Le type qui cherche son bouquin sur Pythagore, il ne pense pas. Il s'énerve, il fait des mails, etc. Mais il ne pense plus. Il ne pense plus. Vous voyez la différence? Alors moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a une quatrième réponse. Pythagore, ça marche. Casser le paquet, ça marche. Téléphoner à lui, ça marche. Mais il y a une quatrième réponse. Je vous la fais. Vous mettez le paquet ici. Vous bougez d'une longueur et vous mesurez comme ça. Non. C'est un peu énervant. Vous imaginez, lui qui a dérangé tout le monde avec Pythagore, l'autre qui a réduit mon paquet en miettes. C'est quand même embêtant. En fait, bon, monsieur Pythagore là dans le coin, quel est son problème? Il connaît Pythagore. C'est ça le problème. Et donc, je le mets. Et on a effectivement, on a en nous quelque chose qui vient, je ne sais pas d'où, et c'est pas très grave. On a envie d'utiliser ce que l'on sait. Surtout si on sait que ça marche. Ben ici, il vaut mieux ne rien savoir. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas le président de l'U, qui n'oserait jamais casser mon paquet. Pythagore, il n'a jamais entendu parler. Ben, il sera plus vite à ça, il va vous dire, ça fait 22 cm. Bon, attention. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais qu'il ne faut rien savoir. McCartney, c'est vrai, j'ai quelques constantes dans ma vie. McCartney, il dit qu'une de ses chances, c'est de ne pas avoir étudié la musique. Parce qu'il était dans une famille pas du tout aisée, il n'y a pas d'argent, pas de musique. Alors un enfant dit qu'on veut qu'il aille aller son cours de solfège, et qu'il a l'article de McCartney, et dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que je fais, je ne sais pas très bien, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il existe dans ce métier l'occasion de dire la chose et son contraire. Pourtant, c'est très important, et donc on va un petit peu avancer. Je regarde ma montre, j'ai brûlé 28 minutes, mais je suis dans les temps. En tout cas, le problème est bien posé. Vous me direz qu'en une demi-heure, heureusement, parce que sinon, où est-ce qu'on est? Bon, le problème est bien posé, mais heureusement. Et alors, on fait quoi? On fait quoi? Bon. Eh bien, on revient, je crois, au fondement même de la pensée. De la pensée. Comment pense-t-on? Comment peut-on mieux penser? Où sont... Bon, etc. Par exemple, le mot contrainte, puisque j'ai reçu quand même un titre, une terrible contrainte, parce que là, je peux vous dire, bon, il y a toutes sortes de contraintes. Il y a toutes sortes de contraintes. Il y a des contraintes qui font mal. Par exemple, des exemples dans la littérature. Il y a un livre d'Amélie Nothomb qui s'appelle Les combustibles. Ça a dû être écrit il y a 20 ans, c'est au temps de la guerre de Yougoslavie.
C'est l'histoire d'un professeur d'université. Il fait froid là-bas. Donc c'est Sarajevo, je crois que c'est 1200 mètres d'altitude, l'hiver. Il n'y a plus de mazout à cause de la guerre. Et donc, pour se chauffer, il doit brûler ses livres. C'est-à-dire c'est une pièce, c'est un livre et c'est une pièce. Alors au début, c'est facile. Bon. Mais vers le mois de décembre, janvier, ça devient dur. Et il termine en avril avec 10 bouquins. Donc la contrainte absolue, lequel je brûle, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est des contraintes qui font mal. Un autre exemple, c'est le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Un prisonnier dans une cellule, par hasard, il tombe sur un manuel des échecs, de jeu d'échecs. Et comme il est tout seul, il joue tout seul. Ce livre est absolument terrible. Comment je peux jouer aux échecs tout seul? Je bouge le noir, mais je dois oublier que je vais être le blanc, donc, etc. Bon. Ce sont des contraintes terribles, et le but n'est pas de se faire mal. Non, 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 pas du tout. Le but, c'est de mieux comprendre les contraintes. Qu'est-ce que c'est? Je regarde mon petit. Il y a des contraintes dont on est conscient. Il y en a, on ne s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. J'avais un chien, la maison où j'habite, et la maison, il y avait une clôture, pas très haute. Et pendant des mois et des mois, ce chien sautait au-dessus de la clôture. Puis un jour, je me suis dit, tant qu'à faire, puisqu'il saute, j'enlève la clôture. Savez-vous quoi? Il a continué à sauter. Et je me souviens très bien, un soir, il y a mon ami qui était à la maison qui dit, tiens, mais pourquoi ton chien saute? Et je lui ai dit, parce qu'il y avait une clôture. Vous riez, je riais, mais en fait, on est un peu comme lui. On est un peu comme lui. On ne se rend pas compte qu'il y a des contraintes qui n'existent plus. En créativité, un des exercices les plus célèbres, excusez-moi pour ceux qui le connaissent, c'est celui qu'on appelle des 9 points. Donc il y a 9 points mis en carré. Et donc, on demande de relier les 9 points sans lever le marqueur, en 4 traits. Alors c'est parti. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Et la seule solution, c'est de sortir du cadre. D'aller par là-bas, par là-bas. Ici, je sors, bien sûr, tout à fait du cadre. Bon, ici, je fais ça et je fais ça. Alors là, j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. J'ai relié les 9 points avec 4 traits sans lever mon marqueur. Et très souvent, on me dit, oui, mais on n'avait pas dit qu'on pouvait sortir. Ben non, on n'avait pas dit. Oui, mais bon. Et vous voyez, ce sont des contraintes inconscientes. Et on en a beaucoup des contraintes inconscientes, qui sont, on ne sait pas très bien d'où elles viennent, et ça n'a beaucoup d'importance, mais elles jouent un énorme rôle. Parfois, on ne fait pas, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est des contraintes, je dirais, inconscientes. Il y a aussi des contraintes imaginaires. Il y en a, en mathématiques, il y en a beaucoup, des gens qui se sont dit, mais tiens, comment ça se passerait si... Alors, un des plus fascinants, c'est M. Boole, qui a fait toutes les mathématiques avec uniquement des 0 et des 1. Il a tout recommencé. Vous imaginez, une addition, il faut 1 jour et demi. Hein, donc c'est un... Et simplement, pour se cultiver l'esprit, etc. Bon, je ne vais pas continuer les mathématiques, parce que je voudrais que tout le monde reste dans la salle, donc je vais passer à autre chose. Et entrer dans un type de contrainte. Là, je fais avec vous l'analyse des contraintes. Un type de contrainte d'un genre particulièrement important pour nous ce soir. Ce sont les contraintes paradoxales. Paradoxales. Où il y a un petit peu de difficulté à comprendre. Le paradoxe, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de la pensée. Alors, dans le cas des paradoxes qui font mal, il y en a des petites histoires du genre « Est-ce que tu m'aimes ?» Oui. Pourquoi dois-je toujours le demander? Paradoxe. Paradoxe. Et bon, c'est l'histoire, par exemple, du monsieur qui reçoit 2 cravates de sa femme pour son anniversaire. Le lendemain, il descend triomphalement avec une cravate et elle lui dit « Mais pourquoi t'aimes pas l'autre ?» Bon, ce genre... Ça fait mal, ça fait mal. Et dans l'histoire de la contrainte, il y a un cas particulier très important, ce qu'on appelle la double contrainte. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, en anglais, double bind, ou bien le double lien. C'est un cas particulier de contrainte qui fait mal. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un groupe qui s'appelle l'école de Palo Alto, qui a étudié dans la communication des situations qui font mal, parce qu'elles sont liées à un paradoxe. Et le double lien, le cas particulier, c'est quand 2 messages sont
prononcées en même temps, mais s'opposent logiquement. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est « Eh bien mon petit, il faut être grand aujourd'hui ». Double lien. Je suis petit ou je suis grand? Bon. Ou alors, un peu d'initiative, s'il vous plaît. Double lien, parce que c'est un ordre de ne pas trop écouter les ordres. Donc, ça ne fait pas du bien. Et dans les paradoxes, c'est sûr qu'il ne fait pas tellement du bien, mais on doit continuer à creuser parce que c'est là qu'on va trouver, je crois, la clé de ce soir. Il y a des paradoxes qui font du bien. Il y a des paradoxes qui font avancer les choses, Par exemple, en physique, du temps d'Einstein, il y avait deux théories. Une théorie qui disait les vitesses s'additionnent. Bon, si je marche dans un train, ma vitesse, c'est la vitesse du train plus la vitesse de la marche. Très bien. Mais une autre théorie qui disait la vitesse de la lumière est une constante. Très bien. Et si j'ai une lampe de poche dans mon train, quelle est la vitesse de la lumière? Parce que bien c'est une constante et c'est une constante, et le train, ça n'a pas d'importance. Ou bien, si on additionne les vitesses, c'est la lumière plus le train. Comment on met ça ensemble? C'est un peu énervant. C'est un paradoxe, puisque je ne peux pas réconcilier ces deux théories. Eh bien, Einstein il a inventé une nouvelle théorie qui s'appelle la relativité, je vous passe tous les détails, qui, extraordinaire, ne donne tort ni à l'un ni à l'autre. Simplement, le type qui additionnait les vitesses, on dit ça va si c'est pas trop grand comme vitesse. Sinon, bon, il a réussi à emballer le truc. Et donc, c'est le paradoxe qui est, attention, on ne résout pas un paradoxe. C'est pas comme une équation avec une solution. On le recadre, on regarde autrement, et tout à coup, le problème a disparu. Ce qui veut dire que dans les contraintes paradoxales, puisque c'est là que je veux vous emmener, il y en a qui sont plutôt bonnes. Il y en a qui font avancer. C'est pas comme le « sois grand mon petit ». Non, ça c'est dur. Il y en a qui sont plutôt bonnes. Et on peut en aligner quelques-unes. Bon. Il y a des contraintes simples du genre, comme Socrate disait « connais-toi toi-même ». Bon, ok. Mais Nietzsche, ou je ne sais pas très bien qui, mais en tout cas Nietzsche l'a dit aussi, il a retravaillé ça et il dit « il faut devenir ce que l'on est ». Non, ça c'est, écoutez, quoi? Si je le suis, je ne vais pas le devenir. Mais on sent bien que celui qui a dit « il faut devenir ce que l'on est », c'est peut-être bien ça. C'est la seule chose que je dirais de moi ce soir. Moi, ça m'est arrivé. À 40 ans, je me suis dit, mais au fond, moi, c'est ça, c'est la créativité. Bien voilà, ça fait 25 ans que je travaille pour essayer de le devenir. Et devenir ce que l'on est, c'est une contrainte paradoxale, bien sûr, mais qui fait du bien. Ça fait avancer. Et donc, il y en a d'autres. Une autre paradoxale, c'est Schopenhauer. Schopenhauer n'est pas un philosophe très rigolo. Ça, je crois qu'il a ri 3 ou 4 fois dans sa vie. Donc, on ne sait pas très bien à quelle date, mais bon. Un peu un pessimiste, mais il a quand même fait avancer les choses parce qu'il traitait aussi la souffrance. Et il a proposé un petit modèle simple, avec 2 mots, avoir et désirer. 2 mots très simples. Et d'après Schopenhauer, que dit-il? On croit que la souffrance, c'est de ne pas avoir ce que l'on désire? Non, dit-il. La souffrance, c'est de ne pas désirer ce que l'on a. Et dans le business où je travaille, c'est très important. Et Schopenhauer m'a bien aidé. J'ai travaillé pour une entreprise du luxe, dans les voitures de luxe. Et le propriétaire me dit, le patron me dit, j'ai un problème. Il y a des gens qui me quittent et qui ne me reprochent rien. Si vous avez une voiture qui ne marche pas très bien, qui a des bruits, etc., bon, le client est fâché, et vous savez quoi faire. Celui qui s'en va sans rien vous reprocher, vous faites quoi? Eh bien, vous lisez Schopenhauer. Et vous, en fait, rendez compte que le problème, ce n'est pas qu'il n'a pas ce qu'il désire, c'est qu'il ne désire plus sa voiture, qui est parfaite. Et c'est ce que Schopenhauer appelle l'ennui. Je disais, écoutez, monsieur, vos voitures ennuient le propriétaire. C'est embêtant, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire. Alors, on relit Schopenhauer, et que dit-il? Il dit, mais en fait, parce qu'il était quand même sympa, il propose une solution. Il dit, la solution, c'est quoi?
c'est désirer ce que l'on a. On dit, mais ça, de nouveau, c'est contradictoire, parce que si je l'ai, pourquoi le désirer? Ah, et pourtant, c'est ça. Et il donne un mode d'emploi, il dit, il faut aller dans la culture, dans l'esthétique. On peut avoir un tableau, on l'a et on le désire en permanence. Voilà. Les contraintes paradoxales, c'est quand on va un petit peu dans les nuances. On sort du blanc, du noir, du il faut connaître, pas connaître, ou c'est confortable, pas confortable. On entre un peu dans les nuances, et ce paradoxe est d'une richesse incroyable. Et le suivant, il a influencé ma vie assez fort, notamment dans mon métier, c'est Bacon. Bacon, qui a également dans le genre paradoxe-contrainte, il dit ceci. En fait, c'est lui dont on considère qu'il a mis la philosophie dans le monde de la science, dans les années 1500. Une petite phrase intéressante, dit-il, il faut obéir aux forces auxquelles on veut commander. Je répète parce que je me suis trompé. Il faut obéir aux forces auxquelles on veut commander. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou bien je commande ou j'obéis. Non, ça c'est la logique simple. Non, il faut obéir aux forces auxquelles on veut commander. Et ça, c'est intéressant parce que celui qui m'a rappelé ça, c'est Bertrand Piccard, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Il explique que quand il est avec un ballon à 10 000 mètres d'altitude au milieu du Pacifique, et qu'il veut tourner à droite, c'est pas avec un volant, et non, il faut regarder le vent et aller se mettre là où il y a un vent qui va emporter vers la droite. Et on sent bien que la force du ballon par rapport à la force du vent, c'est de 1 à 1 milliard. Si je veux commander au vent, je dois obéir au vent. À mon avis, ça doit être la même chose quand on surfe sur une vague de l'Atlantique, ça doit être le même genre de choses. Il faut obéir aux forces auxquelles on veut commander. Et donc, on va revenir au sujet. Si je veux mieux comprendre la pensée, mieux comprendre la créativité et avancer sur le thème de la contrainte, je vais obéir aux forces auxquelles je veux commander. C'est-à-dire les forces du changement et les forces de la pensée. Si je veux mieux comprendre le changement, si je veux mieux comprendre la pensée, je dois comprendre les lois et obéir aux forces de la pensée et aux forces du changement. Et je vais en citer quelques-unes. Commençons par le changement. Commençons par le changement. On va parler de deux. Eh bien, peut-être que 2 lois auxquelles on va obéir pour commander. La première loi, c'est qu'il y a toujours, dans un processus de changement, une partie qui ne change pas. Bon, changement, c'est incroyable. C'est le sujet qui traverse. Il y a un livre qui s'appelle L'étonnement philosophique de Madame Hersch, dont le prénom m'échappe. La première phrase du livre: la philosophie est née du spectacle du changement. Magnifique. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est Thalès, bon, il y a 600 ans avant Jésus-Christ, donc il y a très longtemps, il s'est assis devant un arbre. Et il s'est posé la question, mais au fond, est-ce que cet arbre est le même que l'année passée? Alors on dit oui, évidemment, j'étais là. Mais quand on réfléchit, pas si sûr. C'est pas si sûr, parce qu'il y a une branche de cassée, puis un petit cœur qui a été gravé, et puis, je ne sais pas quoi, une feuille qui est tombée. Donc, ce n'est pas le même. Mais oui, c'est le même. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le processus de changement, on voit très facilement ce qui a changé. Beaucoup plus difficile de mettre des mots sur ce qui n'a pas changé. Bruxelles n'est pas aujourd'hui comme hier, ni comme demain. Vous non plus, moi non plus, aucun. Coca-Cola. Tout change tout le temps. Mais pas totalement. Alors, en quoi Bruxelles n'est pas aujourd'hui ce que c'était hier? Ben, la maison là est cassée, puis il y a un autre qui habite. Mais en quoi Bruxelles est le même, ou la même? Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'essence, c'est vraiment ce qui perdure, ce qui est constant dans les processus de changement. Et les philosophes se posent la question depuis très très longtemps. Alors il y en a qui ont dit, Thalès dit, ce qui est constant, c'est l'eau. C'est la même eau qui tombe du ciel, qui fait de l'air, qui va dans la vache, puis ça devient du lait, puis je bois le lait, puis je vais à la toilette, etc. Bon, c'est bon. L'eau est la constante, c'est ce qui ne change pas dans ce monde qui change. Alors bon, je vous ai dit en philosophie, on n'est jamais d'accord. Il y en a qui ont dit que c'était l'air, il y en a qui ont dit, on dit de tout. Il y a Empédocle qui a dit que c'est une combinaison de 4 éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. C'est un peu le tableau de Mendeleïev, release 1.0, là, il y a très longtemps. Et puis, on s'est toujours posé la question. Descartes, 2000 ans après Thalès, s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui ne change pas dans un monde qui change? Et lui, il a fait l'expérience ultime. Il a regardé une chandelle fondre. Quand on se pose des grandes questions, il faut du temps. Et ce qui est intéressant avec une chandelle, c'est que quand elle est fondue, tout a changé. Tout a changé. La couleur, la forme, la température, l'odeur, probablement le toucher, tout a changé. Question, est-ce que c'est la même chandelle?
Ben oui, elle était là tout à l'heure. Oui, mais tout a changé. Et Descartes, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, non, tout ça n'a pas d'importance. Ce ne sont que des attributs, ce sont des caractéristiques. Ce qui n'a pas changé, c'est l'idée que moi j'ai de ce que c'est la chandelle. Ce qui ne change pas, c'est le concept, je pense donc je suis, etc. Et donc le changement, c'est vraiment bon, le thème qui fait que bon, on peut penser. Alors il y a Machiavel qui disait rien n'est plus difficile que de changer l'ordre des choses. Il a écrit ça il y a 500 ans. On le mettrait dans le journal aujourd'hui, on dirait bien vu. Tout à fait actuel. Il a fait raison. Machiavel. Alors aujourd'hui, on parle un peu différemment. J'ai lu récemment. Les seules personnes qui aiment vraiment le changement, ce sont les bébés mouillés. D'une manière, bon, c'est la même chose. C'est Machiavel mis à l'ordre du jour. Et le changement, c'est fascinant. Mais Julio Iglesias s'y est mis. Il y a une chanson, mais je ne vais pas la chanter parce que non, il dit tu n'as pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Réfléchissez une seconde. Quand un homme dit à une femme qui n'a plus vu depuis quelque temps tu n'as pas changé, en fait, c'est parce qu'il a vu du changement. Mais évidemment. Mais il a envie de lui dire bon, c'est vrai que bon, mais ce que j'aime en toi, ça n'a pas changé. Et donc, on est pris dans ce jeu-là. Et on doit respecter cette loi du changement. Si on veut inventer, être créatif, eh bien, là, il y a une contrainte, on ne pourra jamais enlever tout. Non, il y a toujours la constante. Et celui qui a mis tout le monde d'accord, paradoxalement, c'est celui qui était le tout premier, Héraclite, qui dit on ne peut jamais se baigner 2 fois dans le même fleuve. La seule chose que je peux dire du fleuve, c'est qu'il change. Et donc, ce qui ne change pas, c'est le fait qu'il change. Ce qui ne change pas dans cet arbre, c'est le fait qu'il pousse, etc., etc. C'était la première. L'autre grande loi du changement dont je vais parler 2 secondes, c'est de bien faire la différence entre 2 types de changements. Et donc, je vais écrire grand. Il y a les choses peuvent changer. Et la perception des choses, c'est autre chose. Ça m'a échappé, mais bon. Il y a le monde et la manière de voir le monde. Les choses et moi. La réalité et la perception que j'en ai. Ces 2 types de changements totalement différents. Et que constate-t-on? C'est que le changement des choses est continu par essence. Bruxelles est un tout petit peu différent demain. Tout petit peu seulement. Par contre, la perception que nous avons des choses, elle évolue comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en nous la capacité de voir tout le détail des choses. Et donc, nous simplifions. Nous simplifions. Nous simplifions tout le temps. Tout. En face de nous, il y a des choses variées, des multitudes de différences, etc. Nous, on simplifie. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est un chauve. S'il a un cheveu, c'est un chauve. 2 cheveux, ben c'est un chauve. 3 cheveux, c'est un chauve. Et on continue. Il y a un moment donné, et on ne sait pas lequel, tout à coup, vous êtes plus chauve. Vous êtes dégarni. Vous imaginez la valeur de ce cheveu. Bon. Vous payerez cher pour l'assurer, celui-là. Et en fait, il y a, je ne sais pas combien on a de cheveux, mais donc il y a des millions de combinaisons possibles. Nous, perception, nous, en fait, on traite les choses en catégories. Le monde du cheveu, pour les non-professionnels, 4 catégories. Les chauves, les dégarnis, les normaux et les hirsutes. Et avec ça, on vit très bien. On vit très très bien. Oui, les hirsutes, bon. Et donc, on simplifie. Et comme on simplifie quand on perçoit, forcément, changer, c'est un choc. Parfois, on voit un enfant qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Mon Dieu, qu'il a grandi. Bon, il n'a pas pris 4 cm depuis la veille. Simplement, il a grandi lentement, il a grandi lentement, il a grandi lentement, et je ne l'ai pas perçu. Je ne l'ai gardé dans la même catégorie. Tout à coup, je me rends compte qu'il a grandi. Et donc, ce petit schéma, qui est tellement simple qu'on sait le voir jusque dans le fond, est un grand résumé. Le monde change tout le temps de manière continue. Nous, exactement le contraire. En gros, on ne change pas, et quand ça change, c'est un choc. C'est un choc. C'est un choc parce qu'on passe d'une simplification à une autre. Tiens, il y a un cheveu qui est tombé, oh, lui il est chaud. C'est vraiment bon. Et donc, c'est une loi. C'est une loi entre le changement et la pensée. Nous pensons de manière simple. Simple, simple, simple. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper.
Et donc, comme on dit en belge, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et vous vous rendez bien compte que ceci, cette rupture, ce choc, bien c'est un peu là qu'on va trouver la créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité? C'est tout à coup voir autre chose. Mais en tant que tel, le monde n'a pas changé. Les grandes idées, les grandes idées n'ont pas toujours un grand impact. Non. Copernic. Vous connaissez Copernic? Bon. C'est celui qui a dit, dans les années 1430 et des, écoutez les gars, on est complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout la Terre qui est au centre et tout qui tourne autour. Non, 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 dit-il. Le Soleil est au centre et nous, on tourne autour. Inouï comme révolution. On dit la révolution copernicienne. Mais c'est un des grands Big Bang de l'histoire. Aucun impact sur les planètes. Toujours comme si Copernic n'avait pas existé. On tombe. Et donc, il y a une forme de modestie à avoir, forcément. Bon, parfois les grandes idées font changer le monde, mais vous voyez l'articulation, la créativité, elle est ici. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Le monde n'a pas d'idée, une table n'a pas d'idée, un paquet de petits n'a pas d'idée, non, pas du tout. Nous pensons de manière simple, pas simple, c'est une contrainte, c'est là qu'est la créativité. Et ceci, on va creuser un petit peu. Comment expliquer cela? Peut-être en ajoutant une nouvelle loi. Nous pensons avec des mots. Je l'ai déjà annoncé. On pense avec des mots, bien sûr. Les chauffe, ce sont des mots, ce sont des simplifications terribles. Mais on n'a rien d'autre, Et je vais vous raconter quelque chose que j'ai fait en entreprise pour montrer comment, en obéissant à toutes ces lois, à toutes ces contraintes, on peut y commander. Comment peut-on être créatif? C'était une entreprise, et ça l'est toujours, dans le Champagne. Dans le Champagne, une marque pas très... Disons, ce n'est pas une des toutes grandes marques, c'est Castellane. Castellane, ce n'est pas une gigantesque marque qui, comme Moët & Chandon, qui fait beaucoup de... Non, c'est... Bon. La personne en charge me dit, il faudra avoir une idée de marketing. Vous savez, dans le Champagne, un des grands problèmes, c'est le marketing. Comment faire pour vendre? On va travailler avec toi et on va essayer d'avoir des idées pour le Champagne, pour le marketing. Et donc, je me suis dit, mais comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Et j'ai eu l'approche comme ça. Je dis, bien au fond, comment voient-ils leur métier? Si je leur demande, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, on fait du champagne. Ça fait des années, des dizaines d'années, on fait du champagne et tout. Oui, mais c'est bien là le problème. Vous êtes prisonnier, un petit peu prisonnier des mots, qui, je dirais, vous conduisent en permanence. Je voudrais que vous me décriviez votre métier sans utiliser les mots champagne, bouteille, je dirais bouchon, bar, hôtel. C'est quoi votre métier? Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forcé ceci. Ils étaient énervés, ils disaient, mais notre métier c'est le champagne. Oui, mais on ne peut pas utiliser le mot champagne. Et puis il y en a un qui a dit, notre métier finalement, c'est de contribuer au succès des fêtes. Tout le monde était un peu fatigué, il n'y avait pas la moindre idée de marketing, on a décidé de se séparer un petit peu, mais je suis revenu la semaine suivante, et je dis, bon, rappelez-moi votre métier, et on contribue au succès des fêtes. On va pas recommencer, bon. Quand une fête est-elle plus réussie? Et quelqu'un directement dit, quand le discours est meilleur. Il avait sans doute eu le samedi précédent une expérience désastreuse, dire tout à côté, quand le discours est meilleur. Directement, quelqu'un a dit, mais voilà, j'ai une idée, on va faire un petit livre, comment faire un meilleur discours. Et ils l'ont fait. Et donc la bouteille de champagne était vendue avec un petit livre, comment faire un meilleur discours. Ça a été un triomphe. Et c'est un peu cette mécanique-là. Si je vois mon monde à moi, les choses de la vie, de ma vie, si je les vois comme le monde du champagne, quelles idées je vais avoir? Je vais avoir des variantes sur le bouchon, sur la bouteille, sur le... je ne sais pas quoi. Par contre, si je me dis mon métier c'est la fête, qu'elles sont mieux réussies, si je vois ça autrement, je peux avoir des idées comme le petit livre, de faire des discours. Et voyez cette mécanique. Je crois que là, on est au cœur du sujet.
La contrainte que j'ai imposée de ne pas utiliser les mots de la vie de tous les jours, ni le mot champagne ni le mot bouteille, ça leur a permis d'avoir les idées. C'est clair, si j'ai ma bouteille de champagne et je la vois, je vais avoir des idées, changer l'étiquette, un truc comme ça, etc. Bof, quoi. Je vais juste rien avoir du tout. Par contre, si la même bouteille, parce que, en fait, c'est deux manières différentes de voir la même chose. Si la même bouteille, je me dis, mais hey, c'est un outil pour faire la fête, je vais avoir des tas d'idées, non plus pour améliorer ma bouteille, mais pour contribuer à la fête. Et je crois qu'on touche ici au cœur même du métier de la créativité. Ce n'est pas tant, je dirais, des idées à sortir, c'est plutôt d'autres manières de se représenter le monde, qui permettent tout doucement d'avoir, parmi beaucoup d'idées présentes, le sentiment, tiens, ça c'est bon. Bic. Autre exemple, Bic. Il y a 60 ans, ils ont commencé avec ce métier-là. Donc, des trucs pas chers pour écrire. Bon, imaginez après 2-3 ans, un brainstorming, réunion de créativité. On va inventer des nouveaux produits. Bon, que dit, on va faire un bic, 2 couleurs. Oui, ça c'est génial. 3 couleurs. Oh oui, oh là là. Avec une gomme. Super ça. On va faire des gros bics pour écrire ça. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui dit, ah j'ai une idée, on va faire des rasoirs. Dans la réunion, un sentiment du genre, écoutez, on peut être créatif, mais il ne faut pas exagérer. Comment se fait-il qu'il pense au rasoir? Eh bien, ce qu'il a réussi à faire, c'est à percevoir autrement ceci. Et il s'est dit, ceci, ce n'est pas un instrument d'écriture, c'est un truc en plastique pas cher. Mon métier n'est pas l'écriture. Mon métier, c'est le plastique pas cher. Et si vous mettez le plastique pas cher ici, très facilement, vous pouvez avoir l'idée du rasoir, du briquet et de je ne sais pas quoi. Vous voyez la mécanique? Et la mécanique, via la contrainte des mots, on peut y arriver. Exemple supplémentaire. Philips. Si je vous dis Philips, vous me dites quoi? Très vite. Ampoule, sèche-cheveux, radio, etc. Vous avez tous raison. Mais si quelqu'un de Philips était dans la salle, il serait un peu déçu. Il serait pas déçu parce que si Philips est toujours là, aujourd'hui, bien actif, c'est parce qu'il y a 20 ans, ils sont entrés dans un secteur que je n'ai pas entendu. Le médical, le voilà, le médical. Et le médical, ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas quelque chose sur le côté. Le médical, ça a sauvé l'entreprise Philips. Imaginez-vous, il y a 25 ans, Philips, c'est dans tout ce que vous avez dit, les ampoules, les radios, les machines à café, etc. Avec la Corée, avec tout ce qui se passe là-bas, si vous êtes le PDG de Philips, vous êtes un peu embarrassé, vous avez un peu peur. À mon avis, le soir, vous avez du mal à vous endormir. Et je crois que si vous vous endormez, vous faites un cauchemar, ça n'arrange pas mieux. Bon, etc. Et donc, la chance de Philips, ça a été de rentrer dans le médical. Aujourd'hui, de mémoire, un tiers du business est dans le médical. Des appareils, toutes sortes d'appareils liés à la santé. Des tout petits pour mesurer la pression du sang, des battements cardiaques, puis on peut relier par radio ou par télévision, etc. Ils font même la résonance magnétique, ils font de tout. Si vous prenez un four à micro-ondes et une couveuse pour bébé prématuré, vous êtes un peu choqué. Mais en fait, où est le problème? Il est en vous, pas dans les choses, parce que c'est vraiment fort la même chose. Simplement, dans la tête, le four à micro-ondes fait partie ou appartient à une catégorie, genre, je ne sais pas, cuisine quand on rentre tard le soir. Le four à micro-ondes, pardon, la couveuse, c'est un monde beaucoup moins agréable, de problèmes qu'on n'a pas tellement envie d'avoir. Et c'est très éloigné. Mais dans les objets, c'est très proche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Philips vend des couveuses. Et c'est un produit qui permet d'ailleurs aux mamans d'avoir leurs enfants plus vite à la maison, donc qui a vraiment du sens. C'est une belle histoire, parce que, imaginez, il y a 20 ans, le type sur sa chaîne de montage, qui s'occupe des fours à micro-ondes, qui appelle son chef, et qui dit « Chef, j'ai une idée, on devrait faire des couveuses. » Qu'est-ce qu'il fait le chef? Il dit «
Pourquoi il est chez moi, ce type? Ma vie est plus fragile. Ça n'est pas facile de faire ça. C'est pas possible de sortir avec l'idée. Ce qui manque, ou en tout cas ce qui manquait chez Philippe, c'était cette représentation du monde. Nous pouvons être un acteur important dans le secteur de la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que après avoir décidé d'entrer dans le monde de la santé, qui est une décision très importante pour l'entreprise, ça a changé le cours de l'histoire, ils ont organisé des dizaines et des dizaines de brainstorming, de sessions de créativité, et à la grande surprise de beaucoup de monde, l'écrasante majorité des idées qui sont sorties existaient déjà. Existaient déjà. Simplement, l'absence de ce cadre santé rendait ces idées trop lointaines, comme l'exemple du rasoir pour le bic. Si je crois que mon métier, c'est l'écriture, je ne peux pas faire des rasoirs, etc. etc. Donc vous voyez l'espèce d'interaction qui se passe entre les deux côtés. Moi, j'ai totalement changé je fais ce métier depuis très longtemps. J'ai changé fondamentalement ce que je crois être le métier. J'ai cru pendant des années que la créativité, c'était une question de produire une idée que personne n'avait jamais eue. Je n'y crois plus. Et c'est un peu normal parce que, regardez, nous, on pense tout le temps à tout plein de trucs. Vous imaginez la production. Alors avoir une idée que personne n'a jamais eue, c'est extrêmement difficile. Non, je crois beaucoup plus mon métier autrement. C'est une capacité de créer les représentations mentales, donc comme je disais ici, qui tout à coup permettent, libèrent, et disent, mais au fond, cette idée-là que j'ai eue depuis longtemps, c'est pas si idiot. La couveuse qui disait, mais évidemment, alors que l'idée était là depuis longtemps, la compréhension, elle était tout à fait soudaine. Vous voyez cette mécanique. Évidemment, la perception, on pourrait faire une conférence entière sur la perception. Parce que voit-on des choses? Que voit-on des choses? Oh là là. On lit les journaux, on entend un petit peu, mais quelle est notre connaissance des choses? Tellement petite. C'est deux philosophes. Ils se promènent à la campagne. Il y en a un qui dit à l'autre, tu as vu là le troupeau de moutons? On vient de les tondre. Et l'autre dit, de ce côté. Alors, j'ai dit que c'était deux philosophes. Bon. Alors vous pouvez dire, il ne faut quand même pas déconner. Ça n'existe pas des demi-moutons tondus. Ou des moutons demi-tondus. Ça n'existe pas. Comment savez-vous que l'autre côté est tondu? Parce qu'on dit tous, le mouton est tondu. Et on ne voit qu'une moitié. Alors, comment c'est possible? Parce qu'à un moment, il faut faire le pas. Il faut prendre des risques. Mais en fait, on ne le sait pas vraiment. Et on se base, quand on dit le mouton est tondu, qu'est-ce qui se passe? C'est le cerveau qui décide la partie que les yeux ne voient pas. Le cerveau dit aux yeux, écoute, j'en ai déjà vu un paquet, quand j'en étais à un côté, de l'autre côté aussi. Et vous dites, le mouton est tondu. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Et donc, la perception, c'est extrêmement délicat, extrêmement délicat. Alors, on peut dire, écoutez, moi j'ai déjà vu des millions de moutons. Tous ceux qui étaient tondus là sont tondus là. Eh bien, même l'expérience, il faut s'en méfier. Et le premier qui a dit ça, c'est Hume. Il raconte l'histoire d'une dinde. On change d'animal. Donc, c'est une dinde qui est dans une petite prairie. Et le matin, il y a un monsieur qui vient amener un peu de nourriture. Le lendemain matin, le même monsieur, un peu de nourriture. Toute la semaine. Puis la semaine suivante aussi. La semaine suivante aussi. Et le mois suivant aussi. Que fait la dinde? Elle se dit, ce type est sympa. La veille de la Noël. Voilà. Alors, moi je veux bien. Mais on est tous un peu des moutons. On regarde tous des moutons et on est tous un peu des dindes. On ne peut jamais atteindre la certitude des choses. Et heureusement, vous imaginez si on voyait tout de tout, ce serait laissons une partie au rêve. Et donc, voilà, les deux, j'ai résumé ici, les lois de la pensée, les lois du changement, elles sont là depuis toujours. C'était les mêmes pour vos parents, vos grands-parents, Jules César, vous pouvez déjà faire ça. C'est la même chose, la perception, tout ça. Les lois sont les mêmes, elles sont les mêmes depuis toujours, et à mon avis, pour toujours. Et il ne faut pas aller contre elles, il faut leur obéir pour leur commander. Parce que ici, je peux faire ce saut créatif qui est ici, et je peux faire de grandes choses. Et donc, je vais continuer en
me concentrant sur ceci. Donc je vais faire en grand, parce que en grand, je vais faire ceci. Je fais la même chose. Hein. Bon. C'est ce qu'on appelle le saut créatif. Alors, le saut créatif, permettez 2 secondes, un saut. Merci. De nouveau, une loi. De nouveau, une loi. À laquelle je vais devoir obéir. Jamais sur cette terre, une idée n'est née bonne. Jamais. Et donc, entre l'idée existante, j'écris en très grand, et l'idée bonne dont je rêve, jamais ça ne s'est fait en une fois. Bon, c'est une loi. Il n'y a pas un seul exemple. L'ampoule, la bouteille, le petit beurre, la montre, rien n'est jamais fait comme ça. Il y a toujours, dans ce choc, un passage intermédiaire. Intermédiaire. Et ce passage intermédiaire, à ce stade-là, la seule chose que je peux dire, c'est nouveau. Nouveau. C'est nouveau, je ne peux rien dire d'autre. Alors moi, on me demande toujours des systèmes pour avoir que des idées bonnes. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une loi à laquelle il va falloir se plier. Il va falloir se plier. Quand on veut aller des idées existantes vers des idées bonnes, on doit obéir à cette force-là. 2 temps à la pensée. 2 temps à la pensée. On a un premier... Je ne sais pas si vous le savez, on a 2 cerveaux. Bonne nouvelle, 1, 2. Le problème, c'est qu'ils se détestent. Ils passent leur temps à se battre. Le premier, je crois qu'on sait le cerveau droit, il permet d'aller de là à là. Et il peut produire du neuf. Le second, qui est à gauche, permet d'aller de là à là et peut produire du bon. Mais il est très important de casser en 2 ce saut. Le saut créatif étant 2 fois. Il y a quelques beaux exemples. Par exemple, l'éclairage. On parlait de l'ampoule. L'éclairage. Depuis que l'homme éclaire, on disait que c'est Edison qui a inventé. On disait, bon. Depuis qu'Edison, avant Edison, quiconque voulait éclairer brûlait. Depuis des milliers d'années, quiconque voulait éclairer brûlait. Bon. Dans ce cadre-là, il y a eu des tas de choses. De l'huile, de l'alcool, de la cire, des bougies, des trucs comme ça. Qu'a fait Edison et comment est-il arrivé à l'ampoule? Il s'est dit, tiens, j'ai une idée. Je vais éclairer en empêchant quelque chose de brûler. Vous imaginez les collègues. Thomas, est-ce que tu ne rentrerais pas un peu plus tôt aujourd'hui? Tu dois être fatigué. Bon. Mais avec ça, il n'était pas là, il était là. Il a cassé une idée. Il était là. Je vais éclairer en empêchant quelque chose de brûler. Une lampe, c'est ça. C'est parce que le truc ne brûle pas qu'il éclaire. Et puis il a dit, j'ai trouvé 500 manières pour ne pas faire une lampe. Pas faire une lampe. Et ça, c'est le 2e cerveau. Vous voyez cette mécanique à 2 temps. Et il faut s'y plier. J'ai beaucoup de mal dans les entreprises à séparer parce qu'on veut directement de passer de là à là. Ça ne marche pas. Il y a une telle confusion dans ces 2 temps de la pensée que parfois je m'amuse. Il n'y a pas longtemps, bon, ici dans un groupe pas loin, on a une réunion à propos des pays de l'Est. Et il y a un des participants qui dit, tiens, eh bien moi je pense qu'on doit ouvrir à Budapest. Du tac au tac, il y a le patron qui dit, vous n'y pensez pas. Alors je dis, écoutez, moi je n'ai pas d'avis, mais je ne comprends pas bien. Monsieur dit qu'il pense qu'il faut ouvrir à Budapest, vous dites qu'il ne pense pas qu'il faut ouvrir à Budapest. Comment je... Et en fait, parce que monsieur qui dit, je pense qu'il est là, et vous n'y pensez pas, il est là. Il n'y a pas moyen. Non, 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 non. La meilleure manière d'avoir des bonnes idées, c'est d'en avoir beaucoup. Ici, c'est la quantité. Il faut beaucoup d'idées, et puis seulement les bonnes idées. Et l'autre jour, en réunion, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut penser que... Je dis oui. Puisqu'il l'avait fait, forcément que c'est oui. Peu importe la suite. Donc même, c'est toujours la même chose. Je me souviens d'une anecdote ici, dans une grande banque, il y a quand même quelques années, donc je la raconte. Il y a le président de la banque qui me dit, devant tout le monde, en tout cas, vous ne viendrez jamais dans ma banque. Je dis, voilà. Et pourquoi?
parce que nous avons déjà beaucoup trop d'idées. Écoutez, moi j'ai du boulot, pas ça. Manque de peau pour lui, je vois dans le journal, quelques semaines plus tard, une offre d'emploi de sa banque. La banque X, je vais être gentil, recherche programmeur, puis le profil du programmeur, etc. Compétent, 25-30 ans, homme, garçon, c'est créatif. Alors je me suis dit, celui-là, je ne vais pas le rater. J'ai découpé l'annonce. J'ai écrit, Monsieur le Président, vous me disiez l'autre jour avoir déjà dans votre banque beaucoup trop d'idées. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, n'engagez pas des créatifs, ça va être pire. Mettez dans l'annonce les gens que vous cherchez, pas créatifs. Ou encore mieux, capables de démolir les idées des autres. Comme ça, avec le temps, vous allez retourner à la normale. Et donc, c'est pour montrer à quel point on confond. Et donc, la mécanique de la créativité, il faut la respecter pour l'utiliser. Ça ne sert à rien de vouloir aller de l'existant au bon. Il faut commencer par des trucs un peu fous et puis continuer. J'ai quelques exemples. J'étais dans une grande entreprise de télécommunications en France. Ils cherchaient à récompenser le 100 millième abonné de je ne sais plus très bien quoi. Réunion de brainstorming. On va chercher des idées. Qui a une idée? Du champagne. Très bien. 2 bouteilles de champagne. Un peu dur. Il y a un peu de tension dans la réunion. Mais je dis, mais soyez un peu provocant. Ayez au moins une idée audacieuse. Et alors, il y en a un qui dit, vous savez quoi? On va permettre au vainqueur d'inviter chez lui la vedette de son choix. Non, un peu fâché. Le directeur financier, d'un petit moment de tension. En fait, à ce stade-là, c'est critique. Ou bien, parce que vous êtes là, ou bien vous dites, mais non, c'est trop cher, c'est pas ça, on ne voudra pas. Non. Et donc, il y a 1000 manières de dire ça, hein, c'est pas dans les budgets, vous dites, et le chef, etc. Bon. Et dans ce stade-ci, là, il n'y a que 2 attitudes possibles. Ou fait oui, mais, et on retourne là, et on a bien perdu son temps, on est fatigué, ben voilà, et bon. Ou bien, on fait oui, et on arrive à ça, en 2 temps. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a un autre qui a dit, mais au fond, à Paris, c'était à Paris, il y a une agence qui permet d'avoir des sosies, pour pas cher. Eh bien, le client qui a invité le sosie Michel Sardou, il était ravi. Et le directeur financier aussi. Et bien sûr, une idée comme ça ne vient pas en un coup. Imaginez un brainstorming, un champagne, 2 champagnes, votre champagne. Ah, j'ai une idée, on va permettre au vainqueur d'inviter chez lui le sosie, la vedette de... Impossible, ça n'existe pas. Si on ne lâche pas le temps ici de l'imagination, jamais on arrive à cette idée qui était très bonne puisqu'elle était dans le budget. Et voilà. Et on se répète toujours, mais c'est tellement important. J'ai eu une énorme chance. Il y a 40 ans, dans le bâtiment, là, j'ai vécu une scène qui a changé ma vie. C'était à l'époque, bon, pour les plus jeunes d'entre vous, excusez-moi, c'est un peu d'histoire, il y avait des chèques. Et des chèques, c'était des marchés de papier, on mettait du montant et on signait et ça valait de l'argent. Bon. Il y avait beaucoup de fraude. Réunion de travail, brainstorming pour lutter contre le vol des chèques. C'est parti. Et on a vécu ça. Alors, on va mettre 2 signatures, 3 signatures. Bon. Un truc électronique. Il y a toujours un gars pour mettre de l'électronique, quel que soit le problème. Et en fait, bof, il n'y a rien qui allait. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un, je me souviens encore de son nom, il dit, mais moi j'ai une idée. On va imprimer sur le chèque non seulement le nom du bénéficiaire, mais aussi son année de naissance. Silence de mort. Alors, mais personne, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis il dit, mais regardez les rapports de la police. Les gens qui se font voler sont très souvent des personnes âgées. Et les personnes qui volent, très souvent beaucoup plus jeunes. Donc, imaginez un jeune type dans une agence lointaine qui arrive à un guichet avec marqué 1928. Même un guichetier débutant qui a réussi les tests tout juste. Même lui pourrait se dire bizarre. Et à ce moment-là, dans la réunion,
un instant de panique intense, 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 mais profond. Pourquoi? Parce qu'il était impossible de dire que c'était tout à fait idiot. Et ça, c'est la grande panique, alors. Et je vois encore ces visages blêmes. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée? Et puis, un des participants, tout à coup, reprend un peu de couleur. Son œil se rallume. Il pétille un petit peu. Un léger sourire apparaît à ses lèvres. Il vient de trouver un cas où ça ne marche pas. Et il dit, parce qu'il était assez... Écoute mon ami, parce qu'alors tout le monde est ami. Imagine un peu un grand-père qui veut faire un cadeau à sa petite fille. Vous me suivez? Marche pas, ce n'est pas une bonne idée. Et à ce moment-là, dans le groupe, le soulagement. Le soulagement s'installe. Du genre, heureusement qu'il était là, lui, parce qu'on est passé pas loin de la catastrophe avec ce truc. Et puis, tout à coup, alors que personne n'avait parlé, tout le monde commence à parler. Pourquoi? Parce que chacun a trouvé un cas où ça ne marche pas. Et le patron de l'informatique dit, de toute façon, la date, c'est pas possible, parce que c'est le fichier, mais ça va pas. Et puis, je sais pas moi, le juridique, et la vie privée, et la date de... Et ce pauvre type, il est mort. Il est mort de... Le coup de grâce. Enfin, le coup de grâce, il était déjà mort depuis longtemps, mais on ne sait jamais avec des gens pareils, donc... Et je vois encore la scène. C'est un gérant d'agence du côté de Saint-Gilles. Il dit au type qui était mort, il dit, écoute un peu. En fait, j'ai compris après, il avait une cliente de rêve. Une cliente de rêve. Et qu'est-ce qu'une cliente de rêve pour un gérant d'agence? Je vais vous la décrire en quelques mots. Une personne d'un certain âge, beaucoup d'argent, tout sur le carnet de dépôt, bon, pas de produits compliqués, et le vendredi, vers 5 heures, on va prendre le thé. Voilà, ça c'est la cliente de rêve. Bon, une marche comme ça, etc. Et le gars m'a dit, avec cette idée de date de naissance, tout à coup, il a imaginé son rêve s'écrouler. Parce qu'il se dit, si moi, entre deux lampées de lapsang Souchon, je dois dire à madame, voilà, on a changé un petit truc dans, pas grand, la date de naissance. Vous voyez, tout son monde s'est écroulé. Et il a dit au type qui était mort, quelqu'un qui a aussi peu le sens commercial que vous ne devrait pas travailler dans cette banque. Bien sûr, on ne l'a jamais fait, mais l'idée, bien sûr, était géniale. Peut-être qu'il ne fallait pas le rendre obligatoire, etc., etc. Et cette mécanique à deux temps, elle est omniprésente. Il faut accepter que c'est en deux temps. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui réussissent. Je ne sais pas si vous le savez. Bon, de nouveau, il y a qui sont un peu trop jeunes. Mais dans les années, il y a environ 20 ans, il y a un vaisseau spatial qui est arrivé sur la planète Mars d'une manière totalement inédite. Totalement inédite. Jamais fait auparavant. Avant, c'est toujours des rétrofusées, là, ou des parachutes. Ce vaisseau spatial s'appelait Pathfinder, est arrivé entouré de ballons. Entouré de ballons, comme des airbags, et il a rebondi. Bon, il a rebondi sur la planète. Succès total. Vous pouvez encore voir sur Internet, il y a tout le dossier. Premier bond, 18 mètres. Il a rebondi pendant 1 minute et demie. D'ailleurs, sur certaines photos, on voit encore un bout de airbag qui pend. Bon, c'est bien. Et j'ai un regret dans ma vie. Un seul. Ne pas avoir été à la NASA présent à la réunion où pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, quelqu'un a dit « j'ai une idée ». On devrait faire rebondir les vaisseaux. Ah, c'est un grand regret. C'est un grand regret. Vous imaginez, là, espèce de... Je ne sais pas si vous êtes en charge de l'ordinateur de bord. Vous voyez votre machin qui est... Ou bien si jamais vous êtes en charge d'un vol habité. Et moi, je vais expliquer comment à mes cosmonautes qu'on a innové maintenant qu'on... Ils l'ont fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la NASA, il y a une règle. Il y a une règle. Jamais on ne peut, pendant une réunion, juger une idée la toute première fois qu'elle est émise. Parce qu'on sait qu'elle est là. Donc le gars vient vous dire, vous savez, les vaisseaux spatiaux, moi je les vois rebondir. Il faut dire, très intéressant. Discipline, il faut dire, c'est très intéressant. Mais c'est comme ça que ça se passe.
Et tous les jours, j'entends dire d'une idée à peine prononcée, c'est pas bon. Évidemment que c'est pas bon. Évidemment que c'est pas bon, c'est nouveau, on le sait bien. Alors ne dites pas que c'est pas bon. Et il ne faut pas dire que c'est pas par respect pour le prochain qu'il faut dire que, écoutez, c'est parce que c'est une erreur de logique de dire que c'est pas bon, tout simplement. Enfin, des exemples comme ça, je peux encore en donner beaucoup. Et donc, je crois avoir vraiment là couvert cette mécanique au cœur de la créativité et tout doucement revenir au thème de la contrainte, même s'il était extrêmement présent. Finalement, les règles. Bon, qu'est-ce que c'est les règles? Les règles, d'une certaine manière, ça se trouve ici, ça se trouve là. Ça se trouve ici, ça se trouve là. Ce sont des simplifications. Des simplifications. Et on est obligé, on ne peut pas ne pas avoir de règles. Il y a un concept très intéressant, c'est la grève du zèle. Vous connaissez ça? C'est faire la grève en travaillant très très bien. On travaille parfaitement et tout est bloqué. Non, c'est un peu bizarre ça. Donc, on ferait des règles un petit peu moins non, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est parce que je prends un petit peu de ce qu'on appelle la distance à la règle que je peux bien travailler. La grève du zèle, c'est la paralysie totale. Si je veux être parfait de ce côté-ci, il n'y a rien qui bouge de l'autre côté. Il y a une espèce de distance à la règle. La pensée, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Je peux jouer en respectant les règles, mais de temps en temps, je peux jouer à changer les règles. Et changer les règles, c'est passer de là à là. De me dire, je ne suis pas dans le champagne, je suis dans la fête. Et parce que je vois ça, j'ai des tas d'idées. Et donc, où en est-on dans cet exposé? Peut-être tout doucement, on s'approche de la fin. Pas de la fin, mais en tout cas, on va s'arrêter. On va revenir à la double contrainte. Parce que celle dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle qui nous habite depuis le début. Sois créatif. Il faut être créatif. C'est une double contrainte. Parce qu'à la fois, c'est un ordre de... c'est une double contrainte. Mais je crois que c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Je crois que la clé de tout, c'est d'accepter cette double contrainte et de faire en sorte qu'elle aille dans la catégorie de celles qui font du bien. Rappelez-vous tout à l'heure, désirer ce que l'on a, devenir ce que l'on est, eh bien, ça fait du bien. Sois créatif. Je sais que c'est une double contrainte, je ne sais pas y échapper, je l'ai suffisamment dit. Mais néanmoins, je crois que c'est là qu'il faut aller. Il faut prendre ces doubles contraintes et faire en sorte qu'elles fassent du bien. Alors, il ne faut pas le faire seul. On ne peut pas tout seul faire en sorte que cette contrainte fasse du bien, parce qu'on est bien sûr en équipe, ou en tout cas dans des groupes, dans des familles. Il faut que cette contrainte fasse du bien. Ce qui est une contrainte, et je joue moi-même, mais vous sentez où je vais en venir. Il faut que cette contrainte fasse du bien. On n'a pas le choix de la créativité, c'est un impératif. Annick le disait à l'entame, avec tout ce qui se passe, on vit dans des modèles qui ont 50, 60 ans, qui ont été construits 30 ans avant vous. Évidemment qu'il faut des autres modèles, évidemment. Mais on a besoin de vous, on a besoin de vous. Vous n'avez pas le choix, contrainte ou non. Non, vous avez le choix de vos contraintes. Faire en sorte que la contrainte fasse du bien. Ce double lien, soit créatif, ça me pousse en avant. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Alors, quelques pistes. Par exemple, opposer la structure au projet. C'est assez intéressant. Au départ, tout est projet. Un jour, tout devient structure. Toute idée, une entreprise, un syndicat, un journal, au départ, tout est projet. Et puis ça grandit. Et puis à un moment, pour des tas de bonnes raisons, ça devient structure. Ah bah oui, parce qu'il faut sécuriser les choses. Et c'est intéressant parce que la structure a ses contraintes, mais le projet a aussi ses contraintes. La seule différence, c'est qu'un projet, je choisis mes contraintes. La structure m'impose ses contraintes. Donc, ce n'est pas la contrainte elle-même que je conteste, c'est plutôt le positionnement. Moi, je crois aujourd'hui au projet, à la nécessité de projets, de nouveaux projets. Et qui d'autre que ceux qui ont 25-30 ans, aujourd'hui, peuvent commencer tout ça? Et Annick le disait bien tout à l'heure, c'est recommencer. Bon, mon père me parlait de l'après-guerre, bon, j'étais à peine né, mais il y a une espèce d'après quelque chose qui doit être peut-être moins de structure, plus de projets. Bon, je ne sais pas très bien vers où on va, mais on sent bien que c'est prendre le volant. Et les projets, bien sûr, ce sont tout autant de contraintes que les structures, mais
on se les choisit soi-même. Et aussi dans les contraintes, il y a une place énorme pour la créativité. Un exemple que j'aime citer qui m'a été un jour soufflé par Anne-Nicolas Jack, avec qui je travaille depuis 30 ans, elle me disait, mais au fond, un feu rouge, voilà une belle contrainte. Mais on sent bien qu'un feu rouge, un croisement, il y a une raison d'être. Parce que j'ai le feu rouge, ben, il y a moins d'accidents. Mais c'est un peu bébête. C'est un peu bébête, parce que quand le feu est rouge et qu'il n'y a personne, on dit, mais c'est bête. C'est un peu bête, le feu rouge. Et aujourd'hui, il y a un peu moins de feu rouge et il y a des ronds-points. Et un rond-point, c'est un peu moins bête, parce qu'on peut passer quand il n'y a personne. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, les projets, il y a de la place pour les idées. Et les projets, il y a de la place pour, je dirais, inventer. Et moi, je m'incline devant cette génération qui arrive, tellement le travail qu'ils ont à la fois est énorme et à la fois ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il y a, je crois, une double nécessité. D'une part, retrouver cette caractéristique extraordinaire de l'esprit humain, qui est cette capacité d'inventer, d'aller au-delà de sa double contrainte, mais aussi de croiser avec tout ce qui se passe dans le monde, et à partir de pas grand-chose, probablement reconstruire tout. Alors, que faut-il conclure de tout ce que j'ai raconté ce soir? Rien. Rien du tout. Il ne faut rien conclure. Non. Il ne faut rien conclure, mais il faut s'arrêter. Il y a un verre qui nous attend, et puis on pourra peut-être parler un petit peu ensemble. Et peut-être, pour ne pas conclure, mais pour s'arrêter, je raconterai une dernière histoire qui est pour moi fort emblématique. J'ai beaucoup lu de biographies. J'en ai lu, je crois, 250 ou 300, parce que l'histoire de la créativité, c'est l'histoire de l'être humain. C'est l'histoire de l'homme, de la femme, face à un monde qui a fait bouger les choses. J'ai donné plein d'exemples. Et je crois que c'est en lisant, en tout cas moi, c'est en lisant l'histoire de tous ces hommes et toutes ces femmes, dans tous les domaines, que j'ai commencé un petit peu à comprendre comment les choses se passaient. Et parmi toutes les biographies que j'ai lues, Edison, j'en parlais tout à l'heure. J'en parlais tout à l'heure, Edison, il incarne un peu, bon, une espèce de toute l'histoire en une fois. Il a déposé plus de 1000 brevets. Plus de 1000 brevets. Il est toujours aujourd'hui dans le Guinness Book des records. Toujours aujourd'hui. Et à mon avis, pour toujours, parce que comme le monde est différent, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire. Edison, c'est tout. C'est tout. C'est des idées incroyables. C'est lui qui a inventé l'ampoule, j'en parlais tout à l'heure, mais il a inventé aussi le télégraphe, etc. Mais Edison, c'est aussi des grandes erreurs. Des grandes erreurs. Vous savez qu'Edison s'est battu de toutes ses forces, et il en avait beaucoup, contre le courant alternatif. Pourquoi? Parce que sa perception du départ, c'est la force du courant continu. Courant continu. Et avec ça, il a inventé le télégraphe, les premières ampoules, il a fait des tas de choses, etc. Il a inventé des... Et donc, il se dit, le courant continu, c'est tout. Puis un jour, quelqu'un est venu chez lui en disant, Thomas, j'ai une idée. On va faire du courant comme ça. Il l'a tué, comme le gars du chèque tout à l'heure. Et avec la puissance d'Edison, c'était terrible. Il y avait, dans les années 1800, le problème de l'électrification de la ville de New York, et il y avait deux grands acteurs. Edison en courant continu, Westinghouse en courant alternatif. Le combat était terrible. Tous les coups ont été permis. Ce qui se passe dans le business aujourd'hui, c'est le même genre. Tous les coups ont été permis. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Et les grands génies se trompent, parce que les grands génies n'échappent pas à toute cette mécanique qu'est celle-ci. C'est même rigolo. Il y a un jour un gars qui a dit, il y a 60 ans, à propos des Beatles, ce groupe n'a pas d'avenir. Bon, la lettre est toujours chez Decca, encadrée, en disant, bon, c'est un peu trompé, quoi. Parfois, je pense aux 11 éditeurs qui ont refusé Harry Potter. Vous imaginez, là. Un petit peu énervant, etc. Que vous êtes grand génie ou petit génie comme vous, on est face à la même mécanique. Et donc, il s'est opposé au courant alternatif. Mais Edison avait deux convictions. Deux convictions à propos de la créativité, qui sont ces espèces de, oui, je ne sais pas comment les appeler, les choses qu'il considérait comme essentielles. Et je partage ces deux convictions. Il croyait, il considérait, il prêchait, il dit que si on veut être bon dans ce domaine, il y a deux choses indispensables. Deux choses indispensables. La persévérance et le plaisir. Les deux. Dans les idées, on peut s'arrêter. Pourquoi? Tellement ça a raté. On dit, zut. Mais parfois, on peut s'arrêter de penser tellement ça a bien été. On se repose sur ses lauriers, un peu comme Ferdinand de Lesseps qui a fait le canal de Suez, puis
l'électricité. Il est revenu à Paris, c'était Dieu le Père, on avait une statue, c'était vraiment... Puis il s'est dit, attendez, je vais aller à Panama faire la même chose. Ce fut un échec complet. Donc, la persévérance, c'est très important. Mais le plaisir aussi. Le plaisir aussi, je crois que le moteur, le combustible de la créativité, c'est le plaisir des idées. C'est vraiment le plaisir des idées. Et comme Edison en était convaincu, la dernière anecdote que je vais raconter, c'est celle-ci. Il a vécu vieux, parce qu'en plus, on vit vieux. Il était à Boston face à une population, des gens comme vous, un soir. Il faisait beaucoup de conférences sur son métier. Et vient le question time. Il y a une dame qui lève sa main et qui dit « Monsieur Edison, mais c'est incroyable votre vie, incroyable. 1000 inventions. Monsieur Edison, j'ai 2 questions. Première question, quelle est votre toute première invention ?» Alors il y a Edison qui dit « Écoutez, ça c'est il y a vraiment très longtemps. Hein. Je me rappelle. J'habitais à la campagne, les voisins avaient une fille charmante. J'ai bricolé dans la lampe à pétrole du papa un petit truc, la lampe fumait moins, elle consommait moins, elle éclairait mieux, j'ai pu sortir avec la fille. » Alors la dame, qui était déjà pas mal admirative, dit « Oh là là, mais attention, j'ai une deuxième question, monsieur Edison. Quelle est votre toute dernière invention ?» Alors Edison, il dit « Écoutez, madame, ma toute dernière invention, ben, c'est l'histoire que je viens de vous raconter. » Merci beaucoup.